Bonjour et bienvenue dans I Geek Now, l'émission de la rédaction d'IGN. Cette semaine, il sera question de anti-héros avec Suicide Squad. On essaiera de vous en apprendre plus sur cette équipe qui est encore pour le moment méconnue. On s'interrogera aussi à savoir si dans quelques temps on n'aura plus nos téléphones dans la main mais directement dans le cerveau. Mais on va commencer tout d'abord en revenant sur un film qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Le Garçon et la Bête. Le Garçon et la Bête, c'est le nouveau film de Mamoru Hosoda sorti au cinéma mercredi dernier et Erwan a eu la chance de le voir, on va en parler bien sûr. Quant à Vincent, non. Il pourra nous parler. J'ai payé pour aller le voir au cinéma. Ouais, c'est le privilège. Enfin, c'est cool, c'est bien. Un nouveau Mamoru Hosoda. J'ai pris des billets et je suis allé au cinéma. Non, mais dans le sens où des Mamoru Hosoda, il y en a pour l'instant pas eu tant que ça. Ouais. On va revenir brièvement sur la carrière de Mamoru Hosoda. Ça a été tout d'abord un animateur pour la Toei. Il a réalisé le premier film Digimon, c'était en 99. Il a réalisé le deuxième. Il a ensuite réalisé un film One Piece, un film d'animation. Et il s'est émancipé en 2005. Il s'est barré et il a fait son premier film en solo, beaucoup plus adulte, en 2006, La Traversée du Temps. Il a ensuite réalisé Summer Wars, on a eu Les Enfants Loups, et enfin, là, L'Enfant et le Garçon et la Bête. Pardon, voilà. J'ai du mal à retenir ce titre, donc que tu as vu. Et voilà. La question, est-ce qu'il t'a plu, Erwan, ce nouveau Hosoda ? Alors, il m'a plu, mais pour moi, c'est les mêmes thèmes et les mêmes personnages, pas les mêmes personnages, mais plutôt les mêmes thèmes que Les Enfants Loups. Voilà. Ouais. Ça reste la famille, c'est un peu plus la relation du père et du fils, c'est plutôt... Qu'est-ce qui fait une famille en fait ? Est-ce que c'est un père ? Est-ce que c'est une autre personne qui se substitue ? C'est quoi le synopsis du film en gros ? En fait, c'est un garçon qui a perdu sa mère, qui était sa seule famille. Son père étant parti après un divorce. Voilà, il est jamais revenu. C'est un peu ça. Et il fuit sa famille d'adoption, qui est des parents proches. Et seul dans la rue, il est recueilli par une bête, c'est-à-dire un guerrier du monde des bêtes, qui va décider de le prendre comme apprenti parce qu'il lui faut un apprenti pour pouvoir prétendre au poste de seigneur. Il veut pas devenir seigneur à la place du seigneur, mais il veut se battre contre le prétendant qui est son ennemi d'enfance, quoi. Donc c'est là où on tombe tout de suite dans le fantastique, comme on l'a souvent dans le dessin animé japonais. On pense par exemple au Voyage de Chihiro où on part d'un concept réaliste et puis d'un seul coup on tombe dans un monde parallèle. Tout à fait comme ça. Là c'est la même idée. On sait que beaucoup de gens aujourd'hui comparent Hosoda à Miyazaki. Il aurait pris le relais un peu des productions, sachant qu'en plus le studio Ghibli était au plus mal ces dernières années et Miyazaki a pris aussi du recul par rapport à la réal. Est-ce que après ce dernier film et les films précédents qu'il a pu faire, est-ce que toi tu trouves qu'il peut être l'héritier en effet d'Hayao Miyazaki ? Ça dépend de quelle période en fait, parce que il y a ceux qui préfèrent la période de début Miyazaki, donc Laputa, le château dans le ciel, Totoro, tout ça, ouais. Et puis il y a ceux qui aiment bien les derniers, donc Chihiro et tout ça. Ouais, Chihiro, et forcément, oui, ça se rapproche des derniers Ghibli, quoi. Voilà. Maintenant, si vous êtes plus fan des premiers Ghibli, il en est encore loin dans la simplicité et dans la poésie et tout ça. Après, on se retrouve quand même avec une thématique très adulte en général dans les films. Enfin, il y a plusieurs niveaux de lecture. Quand je repense moi aux Enfants Loups, qui est un film que j'ai adoré, ce qui était vraiment génial, c'est d'avoir le côté mignon des enfants qui se transforment en loups, donc il y a vraiment des parties où on rigole, et puis une vraie réflexion sur l'affiliation et à quel point on peut entre guillemets avoir une influence sur ses enfants et à quel moment il faut les laisser prendre leur propre chemin. C'est un peu le problème du Garçon de la Bête, sauf que c'est plus confus. C'est le même sujet, plus confus et moins sympa en fait. Moi j'ai préféré largement les Enfants Loups. Toi t'as eu le sentiment du coup qu'il y avait un peu une redite il y a une redite et une complexification inutile. Bon, après, on sait que la famille, c'est aussi vraiment le thème de prédilection de Mamoru Hosoda. Dans Summer Wars, c'était déjà le cas, avec la réunion le fameux OAV. Le fameux OAV, selon Moi, je pense Erwan. que c'est un OAV, voilà. C'est un film direct en vidéo, c'est un gros épisode d'animé, comme La Traversée du Temps.
vraiment pour moi le vrai premier gros film de ce réalisateur, c'est Les Enfants loups. En qualité d'animation et de réalisation, quand même, La Traversée du Temps et Summer Wars, c'est quand même au-dessus d'un OAV, c'est quand même d'une grande qualité. Moi, ce qui m'avait aussi beaucoup marqué dans Summer Wars, c'était tout le passage dans l'espèce de Facebook en 3D inventé qui rappelait aussi beaucoup le travail de Murakami, l'artiste japonais. Mais on n'a pas beaucoup entendu parler. Vincent, parce que toi, Mamoru Hosoda, c'est pour l'instant c'est totalement inconnu. C'est vrai que j'aime beaucoup le travail de Miyazaki, avec les studios Ghibli ou Ghibli, on ne sait pas, on va pas lancer un débat. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé un peu les films d'animation japonais avec une poésie qui parle de thèmes très... le rapport entre l'enfance et le passage de l'enfance à l'âge adulte aussi, j'aime beaucoup ça. Dans La Traversée du Temps, on retrouve ça. Dans Les Enfants loups, on retrouve ça. C'est vraiment des thématiques très prégnantes. Puis c'est surtout, ça éveille l'imagination. Moi, c'est ce que j'aime dans l'animation japonaise. Je parle dans les films, pas forcément dans les animés séries. Et après, ça me donne la façon dont tu me le présentes. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais retrouver. Aussi bien dans un Miyazaki que dans Hosoda. Ça c'est... Bon, en tout cas, est-ce que c'est un film, par exemple, que tu recommanderais à Vincent qui doit encore découvrir bien sûr, surtout s'il n'a pas vu Les Enfants loups, il peut voir l'un ou l'autre. Après, si on voit les deux à la suite, on va se dire quand même que faudra peut-être passer à autre chose. Mais d'accord, changer de thématique, peut-être explorer un petit peu, pour le prochain, chose de nouveau. Bon, en tout cas, c'était l'occasion pour nous de revenir sur la carrière d'un cinéaste qu'on apprécie et qu'on espère revoir avec de nouvelles productions très prochainement, et peut-être aussi prochainement dans un prochain film de Mamoru Hosoda, peut-être que nous-mêmes aurons changé, on ne sait pas, on va voir, on va essayer de se poser la question dans le sujet qui suit tout de suite. Une puce dans le cerveau pour remplacer le téléphone qu'on a dans la main, une puce RFID à la place du pass Navigo pour prendre le métro. Tout ça, pour l'instant, ça fait un peu peur. On parle de technologie peut-être du futur, mais c'est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir en ce moment dans les diverses perspectives qui sont dressées un peu partout. Vincent, tu as toi-même fait une news sur IGN qui parle de cette nouvelle technologie qui viserait donc à implanter une puce pour recevoir genre des appels téléphoniques dans le cerveau et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça et sur aussi les perspectives à venir? Ce qu'il faut dire, c'est que ça reste... du futuriste, on n'est pas encore dans l'application ni même dans le test, c'est c'est ce que les gens veulent voir à l'avenir. Donc justement, on dresse des prévisions. Ce serait plus tard, on n'aura que des objets qui seront implantés directement dans notre corps. Ça peut être n'importe quoi, comme tu disais, les puces RFID qui seraient dans la main pour ouvrir une porte, ou bien sûr la puce directement reliée à notre cerveau qui passerait des coups de fil. On y penserait, on utiliserait notre matière grise pour pouvoir passer un coup de fil, on y penserait, et c'est comme ça que ça marcherait. Et justement, en ce moment, il y a donc le forum économique, donc qui est à Davos en Suisse. Qui se passe. Ils ont réalisé un petit sondage auprès des grands entrepreneurs de la planète pour savoir comment ils voyaient à quoi ressemblera notre futur. À quoi ça ressemblerait, pardon. Et c'est vrai que à partir pour eux, ils pensent que les téléphones directement incorporés, ce serait dans pas trop longtemps, genre 2023. D'accord. Donc ça reste quand même assez tôt. Si moins de 7 ans, c'est quand même. C'est quand même de belles perspectives. Est-ce que 2023, toi, Erwan, pour avoir un téléphone dans la tête, ça te paraît complètement ubuesque et impossible? Si ça ne fout pas un cancer, peut-être, je sais pas, mais si je l'ai pas déjà. Mais le principe en tant que tel, c'est forcément flippant. La technologie est incroyable. Elle a déjà fait plusieurs pas dans cette progression. Par exemple, on sait que on peut faire des bras qui permettent les sensations directement dans le cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des pieds et des bras qui prothèses qui permettent de retrouver le toucher. Toucher grâce à une manipulation du cerveau. Alors ça, c'est une des découvertes récentes les plus incroyables. Donc à partir de là, pourquoi ne plus squeezer tous les intermédiaires, œil, oreille, nez, bouche pour propulser les sensations directement dans le cerveau. Et c'est souvent ce qu'on trouve en science-fiction pour tout ce qui est réalité virtuelle, sans passer par des casques, sans passer par les yeux, mais directement
Une perception cognitive qui t'enverrait directement les sensations dans le cerveau. Et ça encore, ce n'est même pas encore, même dans la science-fiction, c'est rarement implanté directement dans le cerveau. C'est souvent à travers au moins un petit appareil. Donc je pense qu'avant que ça soit implanté dans le cerveau, je pense que le public sera peut-être un peu plus réceptif à simplement un appareil proche du cerveau, une oreillette, un casque, quelque chose qui au moins permettent des interactions. Après, il y a tout un problème moral et ça fait flipper quoi. Oui, c'est même une technologie. Ça fait peur quoi. T'as pas envie qu'on t'ouvre le cerveau pour mettre une puce dedans quoi. Mais je crois qu'au forum de Davos, il y avait aussi d'autres perspectives qui avaient été plein de choses. On parlait des voitures autonomes, voilà, la Google Car. Ça, c'est vrai qu'on a l'impression, on sait que l'administration Obama là, veut injecter plus de 2 milliards d'euros dans la voiture connectée. Moi, c'est mon opinion. Est-ce que vous avez aussi cette impression qu'on se dirige vraiment vers une industrie là, qui va prendre le pas sur nos manières de déplacement actuelles? Parce que tout simplement, avec une voiture qui se conduit toute seule, on a du temps de cerveau disponible. Et dans une société où la productivité est la valeur cardinale, ça va arriver un jour ou l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Je suis plutôt d'accord du fait qu'on va gagner du temps. Ça, c'est clair. On pourra moi, je pensais plus à l'utiliser pour les activités ludiques, le plaisir. Le temps qu'on ne passera pas à... Je sais pas, à passer tu crois que je suis un peu trop cynique? Oui, voilà. Le travail, c'est bien. Pour du Coca-Cola, c'est ce que je pense. C'est le problème. Bah oui, mais ça sera toujours comme ça. Et puis ce temps, ça sera un argument pour dire, vous pouvez travailler dans la voiture parce que vous n'avez pas à conduire, etc. Oui. Après, il y a le danger. On parle aussi de l'arrivée de la robotique et de l'intelligence artificielle. Donc, la Google Car, c'est de l'intelligence artificielle. Mais on parlait là, il y a eu une actualité qui est sortie où ils pensaient que d'ici 2035, je crois, il y aurait 5 à 10 millions d'emplois qui seraient en fait remplacés et menés à bien par des robots ou une intelligence artificielle. Bon, à côté de ça, je pense qu'il y aura de la création d'emplois parce qu'il faudra bien les ça maintenir, va évoluer. Disons que les tâches les moins valorisantes ou les plus pénibles pourraient être à terme remplacées par des robots et ça existe déjà. Et puis même on parlait des implants dans le corps. Le pacemaker, c'est pas nouveau et c'est une technologie qui prend le relais, une prothèse qui prend directement le relais dans le corps. Bon, en tout cas, je sais pas comment on se débrouillera pour les abonnements ou les recharges Mobicard pour le téléphone dans le cerveau. Mais... Surtout les batteries, Vincent nous prépare un petit résumé sur la révolution des batteries à venir, ou si jamais elle n'arrivera jamais, ça c'est aussi intéressant. Toutes ces technologies-là, s'il n'y a pas la puissance derrière, elles vont pas aller très loin, quoi. Et la santé. Et la santé. Tout à fait. C'est important, la santé. Mais en tout cas, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Petit à petit. Tout à fait. On l'a qu'effleuré, mais c'est aussi ce genre d'actualité que vous pouvez retrouver sur IGN régulièrement, grâce aussi à Vincent qui nous fait part de son expertise. Et voilà. Et on va continuer à essayer de vous transmettre des choses en parlant tout de suite de Suicide Squad. Alors, Suicide Squad, c'est un nouveau blockbuster DC Comics qui sortira le 3 août 2016 en France, qui est réalisé par David Ayer, qui est vraiment le spécialiste des films de guerre et des films d'action. En film récent, il avait réalisé Sabotage en 2014 avec Schwarzy, ou SWAT, alors ça remonte un peu, c'était en 2003 avec Colin Farrell et Samuel L. Jackson. Enfin, disons que tout ce qui est matinée d'action, ça le connaît. Et il se retrouve donc avec Suicide Squad, qui est une équipe d'anti-héros tirés de l'univers DC Comics. Donc l'année sera riche pour DC au cinéma, avec Batman vs Superman et donc cet été Suicide Squad. Mais peut-être parmi vous, certains ne connaissent pas la Suicide Squad. On a pu voir émerger quelques personnages emblématiques. On a vu le Joker de Jared Leto, on a vu Harley Quinn, on a vu Killer Croc, un méchant de Batman. Mais on va essayer de vous en apprendre un peu plus sur ces personnages. Et puis d'ailleurs, j'en parlais, dans l'équipe il y a donc Killer Croc. Je crois que c'est toi qui es en charge de Killer Croc. C'est moi qui est en charge de son petit lot, Waylon Jones. Tu peux nous Donc en fait, il a été créé en 1983. Donc tout le monde le connaît parce que c'est l'un des ennemis jurés de Batman. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le comic, c'était aussi l'un des seuls ennemis de Batman à avoir des super pouvoirs. D'accord. C'est-à-dire qu'il a une force surhumaine, plus mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est génétique. C'est vrai que le côté génétique, on le retrouve beaucoup chez Marvel. Chez DC, c'est moins fréquent. On sait par exemple Double Face, c'est juste un gangster qui est défiguré. Le Pingouin, pareil, c'est une espèce de
de personnages monstrueux, mais ils n'ont pas vraiment de pouvoir particulier. Voilà, et Killer Croc, en fait, c'est une maladie génétique qui lui donne cette apparence avec des écailles qui justement augmente sa résistance. Je pense que dans le film, il doit se tailler les dents pour quand même. Je pense pas que ça vient avec le gène. C'est pas s'il vit dans les égouts comme les Tortues Ninja. Voilà. C'est là où il vit. Et donc il fait partie de la bande. En même temps, on va retrouver aussi l'Enchantress. D'accord, ouais. Donc voilà, incarnée par la top modèle et devenue actrice Cara Delevingne. Ouais. Donc l'Enchantress, pour resituer, elle est possédée par une sorcière. Sa création remonte à 1966. D'accord. Comment elle est née? Dans la genèse, elle aurait visité un château hanté, entre guillemets, et puis elle se ferait posséder à ce moment-là. Et il lui suffit de dire Enchantress pour se transformer. D'accord. Voilà, un peu comme pas. Captain Marvel qui crie Shazam pour revêtir son costume. Et donc on retrouve aussi Captain Boomerang. Oh, alors là, ça fait rêver. Hein. Captain Boomerang. Ça fait pas trop, mais j'ai entendu dire qu'Erwan en a un pas mal. Je n'ai des pires. Donc incarné par Jay Courtney dans Suicide Squad, dans le film Suicide Squad. Il a été créé en 1960, celui-là. D'accord. Donc voilà, son super pouvoir, il en a pas, c'est juste d'envoyer des petits super balèze. Il est super balèze. Ça fait rêver. Donc il utilise ça pour... il se déplace sur un kangourou, non? Même pas, non. On aurait bien voulu, ça aurait été fun dans le film. Voilà. Appelez-moi d'ici, j'ai plein d'idées, moi. Et donc en fait il utilise son lancer de boomerang pour réaliser des petits larcins, des petits vols, et il va entrer dans le Suicide Squad pour justement laver son nom et D'accord. Laver son casier judiciaire. D'accord, ok. Oui, parce que, rappelons-le, le Suicide Squad est une équipe vraiment composée de vilains, de mauvais garçons et de mauvaises filles, de criminels, qui vont être rassemblés afin de faire des missions qui sont un peu borderline pour certains héros. Eux, ils sont plus efficaces, ils sont moins de scrupules, donc on les réunit et on essaye de les faire travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours facile. On est revenu sur plusieurs personnages. Erwan, toi aussi, je crois, donc tu as des... Ah, moi, on m'a collé les... Je crois que tu as un personnage rock'n'roll, déjà, un certain Slipknot. Slipknot, oui, c'est Christopher Weiss. Ouais. C'est une sorte de... C'est le Batman du bonding, en fait. Il a aucun pouvoir, mais il a des gadgets, mais ses seuls gadgets, c'est des cordes incassables qu'il a fait de lui-même, qu'il a inventé lui-même. Voilà, donc on ne sait pas du tout comment il va s'en sortir. Slipknot, c'est le nœud coulant, je pense que c'est le nœud qu'on utilise pour les pendus. Ouais. Et et lui, c'est un criminel, un petit criminel, une petite frappe en fait, hein, on peut le dire comme ça. Il sera accompagné donc de Katana, je crois. Alors Katana, c'est un des personnages les plus intéressants. Elle a un background énorme, mais avec des frères qui sont Yakuza. Elle est japonaise, mais elle fait partie des Outsiders. Oui, c'est son nom véritable. Alors c'est Tatsu Yamashiro. Et elle a fait partie des Outsiders, donc une équipe qui bossait avec Batman et Superman à de nombreuses reprises. Et donc ce n'est pas une criminelle, elle est juste borderline. C'est ça, à la façon de Huntress, qui est un autre personnage aussi qui a un costume qui rappelle celui de Batman. C'est plus des personnages qui par moments peuvent aider Batman, mais sont toujours plus ou moins en rivalité aussi avec lui. Exactement. Et surtout, elle a son pouvoir, c'est qu'elle a un katana qui vole les âmes, qui permet d'engendrer engranger les âmes et de communiquer avec elles. Elle est jouée par Karen Fukuhara et c'est son premier rôle, c'est la première fois qu'on la voit. Et toi qui nous fais des persos à l'international, il y a aussi El Diablo qui est campé par ce personnage que vous avez déjà pu voir, qui est tatoué de partout, qui était apparu dans un clip de Lady Gaga et qui visiblement maintenant aussi fait du cinéma. Il a fait beaucoup de second rôles, on l'a vu beaucoup à la télé et dans des seconds rôles au cinéma. Donc c'est un manipulateur du feu. Il a un petit background qui peut très bien être manipulé par DC s'ils veulent en faire quelque chose d'autre. Il a tiré ses pouvoirs dans certaines histoires et il a été frappé par la foudre. Mais en tout cas, généralement, il est tombé dans le coma et normalement, il est revenu à la vie grâce à un chaman. Donc c'est plutôt un background mystique pour obtenir son pouvoir. Donc voilà, mystique mexicain, tout ça. C'est des persos aussi qu'on
pas forcément une très grande influence dans l'univers DC Comics, qui permet aussi de les tuer, d'en faire un peu plus qu'on veut, en tout cas dans le film, ce qui est moins le cas ou pas, on verra avec certains personnages, parce que évidemment dans Suicide Squad il y aura le Joker. On ne sait pas si il fera partie de la Suicide Squad ou pas, c'est pas encore bien clair, parce que dans les bandes annonces on nous fait comprendre qu'on sort tout le monde d'Arkham. Voilà, c'est ça. On sait même pas si c'est pas des flashbacks. Des flashbacks, ouais, parce qu'il y aurait Batman et donc son adversaire de toujours, le Joker évidemment, qui est apparu en 1940 dans le premier épisode de Batman, et cette fois dans le premier comics, et cette fois c'est Jared Leto qui s'y colle, donc après Heath Ledger, après Jack Nicholson, va falloir imposer sa patte. Bon, en même temps il a eu de très grands rôles. Au moins visuellement l'effet est là, quoi. Ouais, on verra ce que ça donne. Ils ont au moins cherché visuellement à le différencier. Tout à fait. On a aussi une autre star, hein, parce que finalement Jared Leto, ça va être l'une des têtes d'affiche avec Will Smith, qu'on retrouve dans un rôle plutôt étonnant. Il incarne Deadshot, donc un personnage qui est apparu dans les années 60. Et alors Deadshot, un peu à la manière de Katana, on peut pas vraiment dire que c'est un grand méchant, c'est un professionnel comme dans Léon de Luc Besson. C'est un tueur professionnel, un assassin, un sniper ultime, quoi, qui ne rate jamais sa cible, et qui sera donc là incarné par Will Smith. Donc on verra ce que ça donne. Et parmi les autres personnages aussi importants, évidemment elle crève l'écran, c'est Harley Quinn, et qui est incarnée par l'actrice australienne Margot Robbie, qu'on avait pu voir dans le Hulu de Wall Street, et qu'on retrouvera aussi dans la nouvelle adaptation de Tarzan qui sort aussi cette année. Petit retour sur Harley Quinn, parce que peu de gens le savent, le perso est assez récent, hein, il date de 1992 et il est apparu dans la série animée de Bruce Timm et de Paul Dini. Alors Bruce Timm, évidemment, c'est ces dessins très carrés typiques de cette super série animée Batman, et Paul Dini, c'est le scénariste emblématique, qui a aussi été le scénariste des Tiny Toons, comme quoi on peut tout faire. Et donc Harley Quinn est bien apparue dans le dessin animé pour la première fois, et le personnage a tellement marqué, cette amoureuse un peu folle dingue du Joker, dont on ne sait jamais de quel côté elle est aussi, parce que elle a des bons penchants aussi. Elle a même une histoire d'amour avec Poison Ivy dans la série animée, ce qui a été beaucoup repris dans le comics. Ils en ont fait aussi un personnage lesbien qui sort de l'influence du Joker. Bref, un personnage qui est devenu très intéressant et qui donc maintenant a le droit à sa propre version dans un film. Et enfin, on terminera avec Rick Flag, qui est un personnage qui est né dans les années 60, qui est interprété par l'acteur qui faisait le nouveau Robocop. Voilà, je ne sais pas si vous l'êtes infligé. Non, tout le monde l'a oublié. Voilà. Et lui, alors son rôle, c'était le leader de la Suicide Squadron durant la Seconde Guerre mondiale, qui est un peu l'ancêtre de la Suicide Squad. Et lui, il va devoir gérer tout ce petit monde qui a l'air bien barré, qui a pas trop envie de faire régner la justice, je pense. Voilà, on espère que vous en saurez un peu plus. Voilà, ils ont des missions, pour réduire leur peine, et là on ne sait pas exactement ce qu'ils vont devoir faire, ni quel est le grand méchant. Voilà. On l'a vu juste dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, on voit quelques impossible aperçus. de donner son identité. En tout cas, avant de passer au petit plus, juste revenir sur le trailer récent qu'on a vu de Suicide Squad avec la musique de Queen. Est-ce que ça vous a donné envie ? Moi, je l'ai trouvé moins sombre et mystérieux que le premier trailer. Forcément, c'est beaucoup plus action. Donc, j'aime bien quand tout le monde j'aime bien quand tout le monde se met des pains. C'est rigolo. Après, les explosions dans tous les sens et les vannes, ça, on les a dans tous les films de comics. Là, je suis pas d'accord, mais je vais laisser Vincent donner son avis. Moi, j'ai plutôt aimé. Bon, après, c'est vrai que ça fait un peu ambiance trop teen movie des fois sur les blagues avec Jay Courtney quand sort dès qu'il est à l'écran. D'ailleurs, je pense qu'il ne va servir qu'à ça dans le film. Mais moi, ça me donne envie de le voir en tout cas. Ok. Et moi, pour revenir sur ce que tu disais, Erwan, je trouve au contraire que pour le moment, Suicide Squad semble un peu proposer autre chose à la manière de Deadpool. On a un Batman versus Superman qui va être très sombre, mais où on a vu quand même qu'il y aurait un peu des blagues par moment à la façon des Avengers, mais on reste dans quelque chose de très classique. Là, je trouve qu'il y a un peu plus une prise de risque. Alors certes, c'est vendu un peu en ce moment façon teen movie. On l'a vu aussi, l'affiche assez kawaii gore et tout, etc. Moi, je trouve que voilà, il y a une nouvelle manière de communiquer autour, et peut-être qu'il sera plus rock'n'roll que les autres. Peut-être dans
à la manière d'un Kick-Ass par exemple. Moi je le vois plus dans cette orientation que face à des films par exemple Marvel très lisses ou alors des films DC qui se veulent très 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 sombres comme Batman versus Superman. Mais en tout cas on verra, on aura le temps. C'est à l'été prochain, donc le 3 août 2016 et on espère on va avoir beaucoup de retours parce qu'il sort longtemps après les États-Unis. Donc, ouais, il sortira bien avant les États-Unis. On aura le temps d'avoir des retours. Mais en tout cas, voilà, on a eu l'occasion de faire le point avec vous sur ces personnages donc, qui composent la Suicide Squad et on passe tout de suite au petit plus. Le petit plus, vous le savez, c'est l'occasion pour nous de partager avec vous ce qui nous stimule, que ce soit en manga, en nouvelles technologies, en jeux vidéo, en films, en jeux de société. On va en parler tout de suite. Voilà, c'est maintenant. Je crois que tu nous as ramené une belle boîte de jeux, Erwan, à nous présenter. Oui, comment je fais avec le micro? Tu la montres et je parle ou... Vas-y. Parce que c'est une grosse boîte quand même. Hein. Voilà, donc on a le jeu, on a reçu le jeu Naruto Shippuden, donc le jeu de société qui a été développé par Yoka Board Games, qui est en fait un jeu français, hein, et qui se base sur l'univers de Naruto, le célèbre manga et le célèbre animé. Donc la première chose qu'on a notée quand même, c'est que c'est 14 ans plus, et quand on sort le livre de règles et qu'on commence à le dépouiller un petit peu, on fait oula, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que c'est pas un jeu de loi Naruto, c'est pas pour c'est pas pour vos enfants de 7 ans à 10 ans, ça va être difficile. Il y a vraiment de la stratégie, du lancer de dés, d'utilisation tactique de cartes, et c'est du beau matériel. On peut le voir là, on a un plateau qui est bien dur, bien en carton, très joli. On a des figurines représentant les différents personnages qu'on va pouvoir jouer. Tiens, Vincent, toi tu les connais bien, tu vas pouvoir les citer un peu. Qui avons-nous? À part Naruto. Donc alors, nous avons Madara, Naruto, Sakura, Kakashi. Je n'arrive pas à voir, il me semble que c'est... Je connais rien Naruto en fait. C'est Krillin et Vegeta. C'est ça, voilà. Shikamaru et Rock Lee. Voilà, c'est ça. Donc les personnages de la nouvelle équipe de Shippuden. Les voilà, ils sont là. Voilà, le but c'est de détruire l'Akatsuki. Mais il va falloir que les joueurs coopèrent, mais en même temps pas trop, parce qu'il faut qu'il soit quand même le gagnant. Donc il y a vraiment une prise de risque sur le fait de se déplacer sur le plateau en essayant de gagner de l'expérience pour pouvoir vaincre l'Akatsuki. Pour pouvoir vaincre Toby. Mais aussi sans en faire trop et risquer de tout perdre. Hein. Donc il faut vraiment travailler un petit peu ensemble, peut-être faire des équipes. Et il y a les invocations. Oui, ça, c'est les invocations, Gedo-Mazo et tout. Là, on voit, il y a les... On se déplace sur le plateau, on révèle des pièges, des combats. Il y a beaucoup de combats, forcément. Il y a le renard à 9 queues qui se résolvent avec des dés et des compétences spéciales. Ouais, regarde, il y a très complet. C'est tous les bijoux. Une partie dure 1 heure. Ça rigole pas, quoi. C'est un vrai jeu de plateau intéressant. Avec du beau matos. Et français, madame. Et français. C'est sorti, voilà, ça coûte entre 40 et 45 euros selon la boutique. Et puis si vous êtes fan de Naruto, vous avez un jeu de société là de très belle qualité. C'est sympa de pouvoir découvrir l'univers à travers autre chose que le manga ou l'anime, quoi, ou simplement des goodies. Là, on a vraiment un jeu de société familial, vraiment sympa. Et d'ailleurs, on a une autre boîte qui est encore sous plastique. Incroyable. Et on ne sait pas quoi en faire, alors on va vous la faire gagner. On va faire un concours. Très bien. Magique. Voilà. Donc voilà, toutes les infos surveillez IGN sur France, on va lancer ça bientôt. Surveillez le site, le Twitter, le Facebook, tout ce qu'il faut, et on vous parlera de ça bientôt. Mais avant ça, Vincent, toi, tu as aussi un petit plus, évidemment. Voilà, moi je voudrais revenir un peu sur l'actualité du clavier AZERTY. Alors vas-y, détaille-nous. Je vais faire un peu ça, mais en gros, le ministère de la Culture n'est pas trop fan du clavier AZERTY, parce que ça ne répondrait pas vraiment aux exigences de la langue française. En gros, on ne pourrait pas mettre les guillemets françaises, donc qui sont différents des guillemets anglo-saxonnes. Il y a le E dans l'eau, le E, le O du F qui n'existe pas, où on est obligé de faire des manipulations un peu compliquées. Pour écrire Laetitia, c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Et donc voilà, ils voudraient développer en fait avec une norme, donc qui serait pas obligatoire, c'est-à-dire que les gens pourraient, s'ils veulent l'acheter, tant mieux, s'ils ne veulent pas, ils peuvent rester sur l'AZERTY, mais ils veulent développer une norme française, un clavier franco-français
qui justement serait adapté et permettrait une écriture plus simple et plus intuitive en français. Et ça a été beaucoup raillé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont dit ah là là, c'est n'importe quoi, on utilise notre argent pour faire n'importe quoi, etc. Et tout. Et toi, je crois que t'es pas de cet avis-là, en fait. Non, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Moi, je fais partie de ceux qui, si je peux gagner du temps quand j'écris, bon voilà, on est journaliste, c'est vrai que on aime bien ne pas avoir à mettre 50 ans sur juste un petit sigle. Bah, les alt 155 et voilà, tout ça, c'est fatigant. Les codes, les hexacodes, là, on en a marre. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est quelque chose que je veux voir. Après, est-ce que ça va modifier la disposition des touches, des touches. Pour les FPS, faudrait pas que ça change. Faudrait pas que ça change, quand même. Ouais. Bon, moi je suis d'accord avec toi. J'aime écrire français. Et puis l'AZERTY, de toute façon, c'est un clavier complètement de base. Il était mauvais. Donc, puis il y a des claviers adaptés. En Espagne, ils ont du QWERTY, mais qui est complètement adapté à la langue espagnole. Français, quoi. Donc pas besoin que ça soit AZERTY. Exactement. Et quant à moi, mon petit plus, c'est un rendez-vous qui aura lieu dans 2 semaines à la porte de Versailles. C'est le Paris Manga and Sci-Fi Show qui reçoit beaucoup d'invités et un en particulier, c'est Shinichiro Watanabe qui est évidemment le réalisateur de Cowboy Bebop. Voilà, si vous l'avez pas vu, vous allez l'acheter au magasin le plus près. Vous allez acheter le box DVD de Cowboy Bebop qui est un chef-d'œuvre, qui a aussi fait Samurai Champloo, qui a aussi fait Space Dandy. Qui est moins bien, mais bon. Enfin, moi j'ai pas aimé, mais bon. Moi j'adore l'univers, mais en même temps, peut-être que dans la narration c'est un peu moins fort que Cowboy Bebop, forcément. Samurai Champloo que vous pouvez voir sur Netflix par exemple, donc c'est super. Et il y aura aussi du beau monde. Toi, je sais que tu es fan de Retour vers le futur. Christopher Lloyd, voilà, le Dr. Brown, incroyable, qui viendra avec sa machine à remonter dans le temps. Voilà, Paris Manga, c'est du beau monde. C'est du beau monde. Donc ça donne envie de se déplacer. Ça donne envie de se déplacer. Donc c'est le week-end du 6 et du 7 février à la porte de Versailles à Paris. Vous retrouvez des infos aussi sur IGN France. Voilà qui conclut cette émission. On vous donne rendez-vous évidemment sur le site, dans les commentaires. Vous pouvez donner votre avis sur la page Facebook d'IGN France et sur notre Twitter @IGNFra. Voilà, en attendant la prochaine émission, je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine.